L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. L'invité matinal de ce matin avec Clément Adeoti Adéchion. Bonjour à vous. Bonjour Kader, bonjour Billy Laibi. Bonjour à vous Billy Laibi. Bonjour Kader. Merci d'être à mes côtés. Clément Adeoti Adéchion. On démarre l'actualité nationale avec les suscitations de candidature d'Olivier Bokor et de Johannes Dayon. On a constaté que malgré le vote du code électoral, les citoyens, malgré tout, continuent de susciter les candidatures. Oui, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut y faire? Vous savez très bien qu'à 2 ans de la fin d'un mandat, d'une nouvelle épopée, il y a forcément les chapelles qui commencent par se mettre en branle. Et le pays est très dur. Et avec le manque d'emploi qui sévit dans le pays, la jeunesse a de quoi s'occuper avec les suscitations, les mouvements. Et que voulez-vous donc? Que subitement, qu'on vienne arrêter la machine qui est déjà en cours, où chacun va déjà chez son potentat récupérer de l'argent pour aller mobiliser quelques jeunesses sur le terrain. Tout le monde sait que ça se passe toujours comme ça. Même si on sait qu'au fond, dans la réalité des faits, la plupart de ceux qui le font ne sont pas réellement des partisans ou ne sont que des courtisans, mais pas des partisans. Alors, rien ne peut les arrêter de sitôt. Ils continuent d'aller voir, que ce soit Olivier Bokor ou Johannes Dayon, dire, mais non, si on ne met pas la pression, le boss ne veut pas lâcher. Mais continuons. On ne doit pas quitter le terrain. Parce qu'au dernier moment, quand il y aura la pression, quand il nous lâche, il lâchera prise. Mais avec qui nous allons composer? On doit maintenir le terrain. Alors, c'est ce qu'ils font. Ils vont, pendant longtemps encore, continuer par soutenir de l'argent au mentor et pour garder le terrain. Jusqu'à ce qu'ils comprennent qu'avec talent, rien ne se passe comme chez les autres. Selon vous, pensez-vous que le BR et l'UPR vont parler la même langue par rapport au code électoral? Est-ce qu'ils vont toujours s'entendre, vu que déjà, lors du vote électoral, les deux partis n'étaient pas forcément unanimes par rapport au vote du code électoral? Est-ce qu'ils vont s'entendre? Alors, ce qui va se poser comme problème actuellement, c'est de savoir, parmi les candidatures qui sont suscitées aujourd'hui, parce qu'il faut le dire, on aura un certain Diagonou, qui est le patron de l'UPR. On n'aura pas Abio Chane, qui est déjà folklore par rapport à la Constitution. Un certain Dayon, c'est possible. Wadaï, le ministre des Finances, c'est possible. Alors, tout se jouera autour du BR et de l'UPR. Alors, est-ce que vous pensez un instant que ceux-là vont abandonner de sitôt le contrôle de la machine? Absolument pas. Mais le code électoral étant ce qu'il est aujourd'hui, ils vont se tirer entre les pattes. Le BR et l'UPR, ça c'est sûr. Ils vont se tirer entre les pattes sur le terrain. Et étant entendu que, naturellement, avec 48 députés, l'UPR n'est pas favori pour le contrôle du suffrage électoral. Si l'UPR n'est pas favori, le BR sera la machine la plus faible. L'UPR a proposé de la convention qui a été introduite dans le code électoral, l'accord de convention pour montrer que quand le BR sera en difficulté, on va pouvoir lui tendre la main sur le terrain. Les députés du BR savent très bien que
c'est de la comédie, que c'est pour le BR, et c'est pour calmer le BR. L'accord de gouvernance a été institué. Oui, a été institué, mais ça ne règle pas le problème. C'est pour effacer le BR plutôt. Et si les députés, les élus, les conseillers, les maires du BR ne se lèvent pas très vite, c'est le BR qui va être effacé systématiquement de la scène politique et il n'y aura que le BR parce que ça va être difficile pour les joueurs venir d'éliminer les démocrates avec cela. Revenons à Olivier Bokor et Dayon. Vu les dispositions du code électoral, est-ce que cela ne suffit pas pour couper les suscitations de candidature de ces deux personnes-là? Mais non, je vous dis que ça ne coupera pas. Ça ne peut rien couper du tout. C'est une machine qui est en place. C'est une machine financière qui est en place. C'est une manne économique qui est en place. Machine financière mise en place par qui? Ben, par les courtisans, par les jeunes qui n'ont plus de boulot actuellement, par des personnes qui, depuis 1 an ou 2, ont trouvé les moyens d'aller se ravitailler à une certaine source. Vous voulez donc que subitement, cela pourquoi cette fixation sur ces deux personnalités? Pourquoi ces deux? Pourquoi on ne suscite pas la candidature d'autres personnes? Oui. Que ces deux-là, beaucoup plus. Ils ne sont pas pingres. Ils donnent plus d'argent actuellement. Vous en avez reçu, vous? Non, pas du tout. Je ne suis pas leur pote. Je ne suis pas copain des deux. Je suis indépendant. Je suis journaliste. Je suis opérateur universitaire. Donc, j'ai de quoi me concentrer sur mes activités suffisamment. Donc, j'ai quitté le marché. Il y a un moment, si j'étais encore présent sur le marché, certainement que j'aurais eu une filière, j'aurais eu une chapelle. Mais là, je ne suis pas sur le marché. Vous êtes sur le marché par contre, donc vous pouvez avoir l'oreille attentive et guetter si éventuellement quelques billets survoleraient nos fenêtres. N'hésitez pas à les rattraper rapidement. Alors, lorsqu'on revient à Olivier Bokor et Joannès Dayon, selon vous, qu'est-ce qui peut justifier ce désir irrésistible de susciter de la candidature? Oui, parce qu'on sait que les deux sont très proches du chef de l'État. Vous savez que Dayon, c'est Bailly. Comme on le dit pour rigoler, Bailly et pour dire BAI. BAI, c'est la machine répressive redoutable que toutes les entreprises privées publiques reprouvent. Parce que quand on a envie de faire un contrôle de gestion, un contrôle de gouvernance, c'est Bailly qui va sur le terrain. Alors, quand Bailly est là, on sait que c'est Joannès Dayon, naturellement. Donc, c'est l'homme de confiance. C'est le numéro 2 à la présidence. C'est le conseiller spécial. C'est la grande écoute, la grande oreille du chef de l'État. Donc, tout naturellement, si ce n'est pas Dayon, ça ne peut être que l'autre frère siamois du chef de l'État, Olivier Bokor. Parlons du code électoral. Il y a quelques jours, les partis de l'opposition se sont fustigés contre la conformité validée par la Cour constitutionnelle. Et on a même remarqué pendant la sortie médiatique la présence de la FCBE. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est parce que l'intérêt et l'enjeu est grand que la FCBE s'est ralliée aux membres de l'opposition? La FCBE est opposant, que je sache. Oui, opposant, mais il y a peu de temps, il y a encore peu de temps, les deux partis, les démocrates, c'est-à-dire les démocrates, il y avait une guerre la entre FCBE et les ne démocrates. s'entendaient pas, il y avait toujours des pics qu'ils se lançaient. Et maintenant, là, on les voit ensemble et tout. Ça a été même critiqué au sein de l'opinion publique. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est parce qu'il y a des intérêts vraiment importants qu'ils se mettent ensemble? Alors, c'est normal. D'abord, parce que FCBE, c'est le parti de Yahi Boni. Au départ, Yahi Boni s'est retiré et la machine FCBE a continué. Mais Laura de Yahi Boni n'a pas manqué d'aider ce parti politique, surtout dans les zones septentrionales, à récupérer quand même quelques prébendes. Alors, mais dès lors que les démocrates se sont mis en selle, on a remarqué les difficultés de la FCBE lors des élections législatives. Alors, ceci dit, c'est normal, les alliances politiques, mais n'oubliez pas ce que la loi dit. Si vous n'avez pas 15% sur le plan national, l'accord de gouvernance, l'accord d'alliance ne peut pas se faire prévaloir. Et ça, il faut déclarer ça avant d'aller aux élections. Il faut déjà déclarer. Je suppose même que FCBE et les démocrates aujourd'hui, FCBE se retrouvent entièrement opposants. Aujourd'hui, ils vont aux élections avec les démocrates, avec l'accord préalable établi. Je ne suis pas si sûr que FCBE pourrait avoir 15% pour faire prévaloir un accord quelconque. Ces deux partis-là, l'un doit vivre pour que l'autre n'existe pas. Pour que l'autre n'existe pas, en fait. Les deux ne peuvent pas survivre parce qu'ils partagent pratiquement le même paysage. Soit on reconnaît l'un comme opposition et l'autre disparaît, ou on reconnaît l'autre comme opposition et l'un disparaît. Donc, à votre avis, qui doit disparaître? FCBE. C'est sans couvrir, c'est sans aucun doute. Parce que les deux ont porté la marque d'un personnage à un moment donné, Yahi Boni. Et Yahi Boni est affiché aujourd'hui directement avec les démocrates. Et ça, c'est vieux législatif.
Alors, tout à l'heure, vous êtes en train de parler d'Olivier Bokor. Pourquoi certains pensent qu'il est le plus indiqué pour assumer la relève? Vous avez parlé des qualités de Joannès Dayon tout à l'heure. Oui, la qualité d'Olivier Bokor, c'est qu'il est Vous avez le frère Siamois jumeau de président Talon. Vous avez vu, après les griefs, après les rodomondades, après tout ce qu'il y a eu, ils ont voyagé encore ensemble. La semaine dernière, pourtant côte à côte. Le chef d'État est resté dans sa posture. C'est son frère, c'est son ami, celui avec qui il peut manger les yeux fermés. C'est le seul d'ailleurs dont il a assumé l'amitié publiquement. Oui, ça n'a pas changé en réalité. Et ça ne changera pas. Les principes sont clairs pour le chef de l'État. C'est mon ami, mais ce n'est pas celui qui a le droit de me faire des coups dans le dos. Alors, s'il est le plus indiqué, c'est le chef d'État qui le dira en son temps. Alors, si le chef d'État le dit, par exemple, à 6 mois des élections, et que sur le terrain, ses partisans avaient déjà baissé la garde, avec quelle mobilisation soudain il se retrouvera pour aller aux élections. Alors, donc, je crois bien que ce qui va se passer, c'est qu'ils vont continuer par travailler de façon souterraine, en espérant qu'un jour, qu'il ait la faveur du chef d'État. Mais rassurez-vous, je vous confirme que Tchagbonou ne lâchera pas prise. Il est le président de l'UPR, il est le président de son parti bien nommé. Il a démissionné de la Cour constitutionnelle, non pas pour serrer les bottes d'Olivier Bokor, mais pour viser lui-même le fauteuil. Vous le confirmez? Monsieur, Je le pense en tant qu'analyste. Et je pense que c'est ce qui va se passer. Sauf avis contraire, sauf si le chef de l'État en décide autrement au dernier moment. Et je crois que Tchagbonou va être candidat. La preuve, vous l'avez vu, en boubou drapé comme un prêtre, la dernière fois au Nord, en train de faire sa tournée de président de l'UPR, ce qui est normal. Normal. En fait, il est dans ses prérogatives, dans ses fonctions. Alors, il a le droit de commencer par sonder son terrain en tant que président de son parti. Et il a la main, puisque désormais, c'est la présidence, l'organe de contrôle du parti qui détient les parrainages. Ce n'est plus les individus. Alors, donc, du coup, je ne veux pas qu'il forcerait la main à Tchagbonou d'aller remettre ses parrainages à Olivier Bokor, sauf si le grand patron agit. Le grand patron. Et du côté du BR, pourquoi c'est un peu calme à ce niveau-là? Les ambitions présidentielles. Et le BR, c'est limite. Avec 28 députés, c'est le parent proof de la situation. Et au sein du BR, on a remarqué que la plupart des suscitations de Olivier Bokor, ils sont beaucoup plus penchés. Alors, ça signifie que si l'UPR donne un candidat, étant donné que les deux sont les partis affiliés du chef de l'État, le BR serait obligé de se ranger par rapport à ça. Sinon, si le BR suscitait un autre candidat, une autre candidature, ça ne passerait pas parce que je ne vois pas, franchement, le ministre d'État, Abdoulaye Biotchane, aller contre le président Talon. Ça serait difficile. On se souvient qu'en 2016, l'ancien président Boniaï a perdu la main avec son candidat Lionel Zissou. Est-ce que ça pourrait être le même sort pour Patrice Talon? Est-ce qu'il va connaître le même sort en 2026, c'est-à-dire est-ce qu'il va voir sa majorité voler en éclats face à un nouveau visage, un nouveau candidat ou bien par rapport à l'opposition? Et ça rejoint un peu ce que vous avez demandé. Si effectivement le BR ne se retrouve pas dans tout ce qui se fait, effectivement, et que Biotchane les soutenait dans cette démarche-là, en allant choisir un autre candidat, par exemple, c'est que la majorité volerait en éclats. Ça, c'est la première hypothèse. La deuxième hypothèse, pour le problème que vous posez, alors, en supposant que systématiquement l'opposition a la main, la mouvance, j'allais dire, présidentielle, avec le président Talon, en supposant que la mouvance ait la main pour désigner son candidat, en ce moment, et que en face, les démocrates désignent leur candidat. Alors, qu'est-ce que vous posez? Est-ce qu'on peut se retrouver dans le même schéma que Yahi Boni, qui a bien cru dérouler tapis vert à son candidat Lionel Zissou et qui s'est retrouvé gros Jean comme devant? Alors, première chose, si Yahi Boni avait choisi tout autre candidat que Lionel Zissou, il battrait Talon. Et le président Talon même le sait, le plus sérieusement du monde. Tout autre candidat, ici au Bénin, à François Abiola, qui était là, ou Komi Kouché, qui avait un problème de 39 ans plus 1, avec la Cour constitutionnelle à l'époque, donc il n'avait pas les 40 ans, parce que la Cour a dit 39 ans plus 1 égale 40 ans, et puis revirement jurisprudentiel, on est revenu en arrière. Alors, Komi Kouché a été éliminé pour se positionner finalement à l'Assemblée nationale, et d'un cheveu, il est tombé. Alors, il ne s'est pas rabattu sur son vice-premier ministre, Abiola. Si c'était le cas, Talon perdait les élections. Parce que malgré un Yovo en de griffe qu'on a positionné, vous avez vu, Lionel Zissou est passé devant.
avec 28%. Avec quel argument Yaïboni a pu expliquer à ses mandats, à ses électorats, surtout du Nord, qu'on peut voter un Yovo, et ils l'ont voté quand même, les yeux fermés. Vous imaginez, c'est au Sud qu'il y a eu la révolte. C'est au Sud qu'on a inventé les Yovo bonsoir dans les communautés pour le dégommer. Systématiquement, il a été désingué dans la partie méridionale. Alors, si Yaïboni avait un autre candidat, il passait haut les mains. C'est pour vous dire que si Talon, un très bon candidat, je ne vois pas comment l'opposition peut passer, à moins d'une révolution extraordinaire, et comme ça court aujourd'hui maintenant avec le Sénégal et autres là, possible, mais le Bénin n'est pas un pays de révolution, c'est très compliqué. Passons à présent à l'actualité au Sénégal par rapport à la présidentielle. On sait qu'il y a quelques temps, le pays a connu quand même une période mouvementée de la crise politique, mais il a connu aussi depuis hier sa 12e élection présidentielle et tout s'est passé dans le calme. Que pouvez-vous dire de cela? Sa 12e, vous avez dit? Pardon, sa 12e élection présidentielle depuis son indépendance. 12e ou 5e? Vous parlez de quelle statistique? Je vous ai formé pour avoir de très bonnes informations. Depuis Léopold Sédar Senghor, c'est le seul pays qui n'a pas connu de coup d'État. Vous savez, c'était le quartier général de l'AOF. C'était le siège même de la démocratie française en Afrique de l'Ouest. Et les choses se font toujours au baromètre près, au millimètre près. Il n'y a jamais eu moyen, effectivement, de voir chavirer la BAC. Avec Abdou Diouf, ça a failli être compliqué. Et finalement, l'opposant historique, avec sa révolution Sopi, je vais parler de Wade, sa tête tendue a fini par prendre le pouvoir. Le socialiste a renversé le traditionnel parti droitiste connu au Sénégal et tout. Alors, après Sopi, vous avez eu droit à Wade. Oui. Je crois bien. On a eu Wade. Ça fait 3. Ensuite, on a Macky Sall. Macky Sall, exactement. Ça fait 4. Qui est au pouvoir depuis 2012. Exactement. Et qui finit maintenant, qui doit transmettre le pouvoir. Le 2 avril prochain. Certainement, ou à Bas, ou à Faye. Je pense bien. Pour les tendances. Qui sont ceux qui viennent en tête de sondage? Oui, je viens de dire Faye largement, et puis Bas ensuite. Alors, c'est pour vous dire que ce pays, quand même, a connu cette instabilité, mais comme vous l'avez dit dans votre introduction, Macky Sall a joué avec le feu, en réalité. On ne peut pas être à la veille d'une campagne pour les élections présidentielles et en ce moment, tu suspends le processus électoral. Il a voulu jouer grave. À un moment donné, où il y a une certaine stabilité dans la région, où la CEDEAO jouait un rôle majeur pour donner des leçons au Niger, au Burkina et au Mali, et toi, Sall, quand même, tu fais les avant-gardistes de cette révolution-là. Et c'est toi, et Macky Sall, qui se lève pour dire tu arrêtes le processus électoral. Alors, je crois qu'il a très mal joué, totalement mal joué, malheureusement. Il a affaibli la CEDEAO. Et je crois que le peuple ne le ratera pas, parce que même s'il donnait une consigne de vote pour un candidat, ça ne passerait pas. Parce qu'il s'est affaibli. Et je crois que c'est ce qui se passe au Sénégal actuellement. Alors, Clément Adéoutiadéchian, est-ce que la volonté de Macky Sall d'arrêter le processus électoral était due à une volonté de vouloir s'éterniser au pouvoir, ou c'était lié à des questions de souveraineté? Non, il n'y avait aucun problème de souveraineté. Et vous savez, c'est comme lorsque vous êtes jeune, tel que vous êtes là, vous êtes très jeune là. Et moi, je suis de certain âge, je suis plus âgé que vous. Je ne suis pas encore vieux. C'est exact. Vous n'avez pas vu. Je ne suis pas encore vieux. Même s'il y a quelques cheveux blancs. Évidemment, il faut qu'on fasse la différence entre vous et Constantine, moi. avec votre complicité, si on voit quelques cheveux blancs là. Il n'y a pas de souci. Il faut qu'on fasse la différence entre vous et moi. Ça, c'est sûr, je suis plus âgé que vous. Mais vous n'êtes pas vieux. Non, il y a des moments où la vieillesse arrive et vous commencez par à regretter beaucoup de choses. Et si je redevenais jeune? Mais ce n'est pas possible. Le retour en arrière est impossible. Donc, ça se retrouve dans les mêmes postures. De 2012 à 2024, si je revenais en 2012, Wade a fait la même chose. Wade a fait la même chose, si vous vous en souvenez. Wade ne voulait pas partir. Et c'est toute une révolution qui a porté Macky Sall. On a forcé la main pour que Wade puisse céder. Ça, quelque chose qui arrive en fin de mandat. Lorsque vous êtes en fin de mandat, vous avez l'impression que toute cette gloire-là, j'abandonne ça. Je ne peux pas décrocher à mes téléphones parce que tout le monde m'appelle. J'ai des personnes qui sont à mes petits soins
j'ai les manettes de la République en main, à l'international, et je suis un demi-dieu. Et puis soudain, j'imagine que je deviens comme un personnage lambda. Le fait de penser ça, c'est pas un piège? Mais on le pense, c'est ça le problème, malheureusement. Je me souviens des élections où Kérékou devait passer la main au dernier moment. Et où, en 2006 En 2006, où une lettre bizarre a été allée à la Sénat pour arrêter le processus électoral. Mais si vous voyez comment les gens sont mobilisés pour que ça n'arrive pas, parce que si jamais on tombait dans ce piège où la Sénat demandait encore un délai de prorogation parce que matériellement, il ne pouvait pas organiser les élections en ce moment-là, mais c'était fini. Et Mathieu Kérékou ne bougerait plus. Il allait trouver un stratagème pour y rester. Vous avez suivi un peu aussi entre le président Talon actuellement, en temps, Patrice Talon, avec Yahi Boni. Tout ce qu'il y a eu entre les deux, c'est parce que mon ami m'a demandé de trouver un moyen de l'aider à s'éterniser au pouvoir et que j'ai refusé. C'est pourquoi j'ai été accusé de vouloir l'assassiner. Alors, vous avez vu, quand le mandat veut finir, il y a toujours de ces manœuvres qui arrivent pour vous faire croire, ou pour faire dire, ou pour faire tenter d'observer qu'on n'a pas envie de laisser le pouvoir. Macky Sall est tombé dans le péché de la fin du règne, la fin d'un mandat, la fin d'une vie. Et malheureusement, il a secoué son État. Que pensez-vous de sa sortie, sa récente sortie? Il a tenté de se racheter. Il a tenté de remettre les choses en place. C'est à son honneur, parce que là, au moins, il ne sort pas la fenêtre. Pour la première fois, en tout cas, depuis, il fait partie des présidents qui ne succéderont pas à leur propre... qui ne reviendront pas. Il ne va pas poser candidature à sa propre succession. Parce qu'il a fini. Il fait partie des poids lourds du pays, c'est-à-dire à part lui, il y a l'opposant Ousmane Sonko. Aucun des deux n'est candidat à la présidentielle. Que pouvez-vous dire de cela? Oui, Sonko. Alors, dans les manœuvres qu'il voyait pour peut-être se maintenir encore au pouvoir, il y avait effectivement, il y a une modification de la Constitution où il a été suivi par la majorité des députés hypocrites. Il y a une tentative à la Cour constitutionnelle avec quelques sages de la Cour constitutionnelle vendus qui ont voulu l'accompagner à un moment donné. Mais la pression du peuple avec Sonko et toute la folie meurtrière qui en a suivi avec les jeunes qu'on a tués, qu'on a massacrés. Sonko est allé en prison. Mais aujourd'hui, on a fait de Sonko un héros. Parce que c'est la doublure de Sonko, Faye aujourd'hui, qui risque d'être président de la République parce que Macky Sall en a voulu ainsi. Parce que le traditionnel allié naturel de son parti politique aurait pu avoir les coups de franche pour gagner ces élections-là, mais avec son comportement, il n'a pas soutenu Ba. Avec son comportement, Ba aussi s'est détaché de lui. Avec ce comportement, Ba se retrouve comme un oiseau hybride. Il n'est ni animal, ni oiseau. Il doit avoir un animal qu'on appelle comme ça, non? Alors, une chauve-souris. Voilà. Ba s'est retrouvé sans le soutien de sa famille traditionnelle, sans le soutien de la jeunesse, récupéré déjà par Sonko et sa doublure, son affidé. Et rassurez-vous, je crois que Faye a été plus qu'une doublure de Sonko parce qu'il a ratissé l'âge. Mais je ne peux pas dire à l'heure actuelle qui peut gagner les élections parce qu'il faut se méfier des chiffres en Afrique, surtout lorsqu'on a des régions très éloignées qui n'ont pas encore envoyé leur vote. Les suffrages exprimés au niveau des capitales ne disent pas toujours tout lors d'une élection présidentielle. Alors, comme Adeoti Adesina, tout à l'heure, vous avez rappelé un peu la grande aspiration qui a porté au pouvoir Macky Sall, cette volonté de pouvoir empêcher Wade d'effectuer un troisième mandat. Qu'est-ce qui amène la plupart de ces dirigeants africains qui, autrefois, étaient contre les troisièmes mandats à vouloir, de façon irrésistible, eux-mêmes, maintenant, une fois au pouvoir, effectuer le troisième mandat? Est-ce à dire que lorsqu'on n'est pas dans le pouvoir, on n'arrive pas à mieux cerner les réalités du pouvoir, ou c'est juste de la gloutonnerie? La fin d'une vie, comme je vous l'ai dit, tout se résume à la fin d'une vie. Pour l'instant, vous ne savez pas ce que ça signifie. Mais vous allez comprendre ça. Plus tard, je vous le souhaite de vivre longtemps. Hein? Je vous le souhaite de vieillir longtemps. Et de voir un peu ce qui se passe, les confessions de la fin d'une vie. J'aurais dû, je n'ai pas pu faire ci. Et ça me gêne beaucoup lorsqu'on a envie de nous balancer des tests de vieillards qui nous racontent que je n'ai pas pu faire ceci, faites-le maintenant. Ils ont eu le temps de le faire. Pourquoi c'est maintenant qu'ils veulent nous raconter que je n'ai pas pu faire ceci, je n'ai pas pu faire cela? Et c'est ce qui arrive aux hommes politiques. La fin d'une vie, la fin de règne, ça pose toujours un problème. Vous voulez perdre, vous avez beau amasser des milliards,
Mais vos milliards ne remplacent pas le prestige que donne un pouvoir lorsque vous êtes président de la République. Ce prestige est inégalé. Même si vous êtes président d'un petit État de 6 000 personnes, vous n'imaginez pas. On n'a pas envie que ça s'arrête. Et c'est ce qui se passe malheureusement. Et on se fait déstabiliser pour rien, franchement. Et c'est ce que Macky Sall a fait. Il a souillé l'image d'une CEDEAO dont il devait être le porte-flambeau, malheureusement. Une question avant d'aller à un autre bord. Que pensez-vous? Selon vous, si le PASTEF remportait la présidentielle, quel serait le sort de Macky Sall? Alors, première chose, si ce jeune polygame arrivait à gagner les élections... Pourquoi vous insistez sur ça polygamie? On est dans un pays musulman. Donc, il a le droit d'avoir 4 femmes. Donc, on aura 2 premières dames. C'est bien sûr, on peut en avoir 4. Vous avez beaucoup de Béninois étaient prêts à rejoindre Dakar parce qu'il y avait un candidat qui a insisté sur la nécessité aux jeunes d'avoir 2, 3, 4 femmes et qui seront payés en conséquence. Et beaucoup de Béninois sont encore dit, moi je m'en vais déjà à Dakar parce que là-bas, s'il y a un candidat qui gagne, nous sommes tous sauvés. Parce que là, on peut avoir 4 femmes là-bas. Et on sera payé en plus. Pour chaque femme obtenue en plus et pour chaque enfant que vous avez de l'argent pour ça. C'est de l'assistance sociale. Alors c'était pour lui, mais Faye n'a aucun problème avec ces 2 femmes. Actuellement, il en aura certainement 2 en plus avec le pouvoir, ça c'est sûr. Mais c'est pour dire ce qu'on craint avec Faye, si vous lisez son programme, c'est 2 ou 3 choses. C'est un panafricanisme assez hautain par rapport à tout ce qui se passe actuellement dans la sous-région avec l'AES et tout. Installer un panafricanisme à Dakar, alors ça crée directement un lien inattendu avec l'AES, parce qu'il a dit clairement, je finis avec le franc CFA, on va directement à l'éco, comme on l'a proposé au sein de la CEDEAO, où je crée la monnaie sénégalaise. Alors vous imaginez, déjà, ça va être déjà une partition directe avec la France. Et la France, qui, je ne sais pas si vous allez au Sénégal, c'est l'arrière-coupe directe. À part le Sénégal, c'est la Côte d'Ivoire, c'est là où les Français sont le plus installés, c'est là où ils ont les activités, c'est là où ils ont tout. Alors, celui qui vient au pouvoir, forcément, va arrêter progressivement, il va tenter de le faire, va arrêter progressivement toute relation avec la France. On va créer une nouvelle filière, peut-être rusophonique. On va essayer de relancer un panafricanisme de jeunesse. Mais lorsqu'on vient au pouvoir, c'est pas toujours pareil. Et on pense autrement dans une chaumière que dans un château. Parce que je vous ai dit, quand Sopi a pris le pouvoir, le socialisme, on s'attendait à une révolution totale, de profondeur. Mais il ne s'est rien passé du tout. Mais est-ce que notre ami Faye, quand il va se retrouver avec la bourgeoisie de polygame, il aura le temps de se souvenir qu'il avait parlé de panafricanisme. Mais parlons de panafricanisme, Clément Adéotia-Deschian, comment appréciez-vous cette hégémonie de la France qui est fortement en baisse depuis l'avènement de certains coups d'État avec la création de l'AES? Oui, ça aussi, il faut savoir l'analyser. Lorsque vous avez la main, vous avez à un moment donné vos anciennes colonies qui sont restées fidèles à vous, sachez à un moment donné abandonner peu à peu vos privilèges, vos prérogatives pour laisser les pays prendre leur envol peu à peu. On n'a pas eu l'impression que ça s'est passé à un moment donné avec la France. Elle n'a que des intérêts, elle a toujours clamé. Oui, mais sauf que c'est nos dirigeants africains. Je n'accuse pas la France en fait. Parce que nos dirigeants africains, pour des intérêts personnels, n'ont pas réussi à couper le cordon ombilical, à couper les amarres. C'est pas dû au fait qu'à un moment donné, ils ont peur que cette France se retourne contre eux. On a vu ceux qui ont voulu prendre de liberté, on a vu comment à la fin ils ont été salis, comment ils ont fini. Non, il y a très longtemps qu'on a fini avec ça. Longtemps qu'on a fini avec une France qui salit. Aujourd'hui, on est en mesure de négocier directement avec la France pour dire voici ce qui revient à l'Afrique directement, voici le partenariat que nous proposons. La France ne refuserait pas, mais les Africains, ils vont toujours lécher les bottes là aux dirigeants français et ils mettent le peuple en difficulté. Si un dirigeant s'affirme directement, le président Talon, quand il est arrivé au pouvoir, il a dit haut et fort que moi je vais diversifier mes partenariats. Je n'irai pas vers la France, c'est ce qu'il fait. Les Chinois ont construit beaucoup de choses au Bénin et ils continuent encore d'en construire. Les Turcs en construisent, les Français en construisent. Je crois qu'un État sérieux peut le faire. Je suis contre le systématiquement bashing. Le bashing systématique, là-bas la France, ça n'a aucun sens, c'est du ridicule. Personne ne se passe, lorsque tu es un pays francophone, du leader, de celui avec qui on a été pendant longtemps. C'est exactement comme si tu as trouvé une petite femme, tu dis que ta grande femme elle est mauvaise.
d'un coup, quoi. Parce que tu en as trouvé de plus jeunes, de plus agréables, de plus fraîches. Non, ce n'est pas bien. Il faut toujours essayer de concilier les intérêts, les diversifier. Donc, je ne suis pas contre d'avoir une petite femme quand on en a les moyens, mais il ne faut pas en abandonner la grande. Donc, je ne suis pas contre que les États trouvent les moyens. Et si on en a les moyens, vous me regardez comme si je vous encourage à une bêtise. C'est pas ce que j'ai dit. Alors, vous êtes un État, il faut diversifier les partenariats. Il faut être capable d'aller chez tout le monde et non remettre tout dans les mains d'un seul partenaire. Ça vous lie pieds, mains, coups et tout. Et puis après, vous ne vous débattez plus. Je crois que c'est ce qui va se passer avec le Sénégal. Il ne réussira pas à un moment donné à mettre un trait, à faire du bashing français systématiquement. Et puis, les débats du franc CFA, quittons le franc CFA, est si délicat que si vous regardez ce qui se passe au Nigeria aujourd'hui, moi, je me souviens qu'à un moment donné, lorsque tu as 1000 francs nigérians, c'est que il te faut débourser 3000 francs CFA, 4500 CFA. Ben, aujourd'hui, lorsque tu as 1000 francs nigérians, c'est 300 francs CFA. Je crois bien, ou 350 francs CFA. C'est devenu si dangereux que lorsque vous voulez parler de votre monnaie, de votre pays, je ne suis pas économiste, je ne suis pas économiste monétaire, mais je vous dis, les risques sont grands que tous les pays qui gèrent leur monnaie, mais alors vous n'avez pas d'un pays qui garantit votre parité. Ben, vous allez voir le CFA chuter à 1200 francs, 1300 francs contre 1 euro, tout de suite, rapidement. Et on va en arriver là, si tout le monde, les yeux fermés, parce que ce que vous mettez sur le marché pour garantir la convertibilité de votre monnaie doit être si conséquent pour que vous puissiez bomber le torse. Qu'est-ce que les pays ouest-africains ont aujourd'hui à vendre de façon plus concrète? Qu'est-ce qu'on a proposé? Le Nigeria, qui est le pays le plus riche de l'Afrique. Regardez ce qui se passe avec Sonaïra. Nous, en Afrique de l'Ouest, qu'est-ce qu'on a? Parce qu'on a de l'uranium dans quelques sous-sols, du pétrole. Ils en ont trouvé suffisamment à Dakar actuellement. Et voilà, quelques minerais. Ça suffit déjà pour qu'on dise on peut créer notre monnaie, qu'on sera un pays fort. Mais non, allons doucement, allons mollo. Apprenons à distinguer l'agitation émotionnelle de la raison raisonnante, de la raison qui pense, qui réfléchit plus loin, qui dit, mais derrière ce que j'ai dit, là, est-ce que ça peut se réaliser effectivement quand on se lance dedans comme ça? On ne le fait pas souvent. On s'agite beaucoup parce que le peuple, la masse, aime l'agitation. Et quand quelqu'un se peut dire, ah bah, oui, ah bah, tout le monde dit, oui, c'est bon, ah bah. Mais quand tu finis de dire, ah bah, va t'attacher à ma coucher, il dit, mais est-ce que tout ce que j'ai raconté dehors là, sérieusement quoi? Est-ce que c'est réalisable? Mais parce que si on ne le fait pas souvent, en réalité, on va pleurer. On soit tout le temps dans les émotions. On va pleurer. Parce que l'émotion, comme on le dit, le premier président sénégalais, l'émotion est toujours nègre, mais la raison est hélène. Utilisons la raison de temps en temps pour réfléchir, pour savoir là où nous allons. Sinon, panafricanisme, panafricain, comme je les appelle, c'est pas toujours ça en réalité. Il faut qu'on aille. Et de savoir qu'il n'y a aucun pays qui viendra soutenir un pays africain juste pour dire ben je vous accompagne dans votre mobilisation et dans votre révolution. C'est faux. Le pays qui vient vous accompagne dans votre révolution s'installe aussi pour dire bon écoutez, tout ce que l'autre prend, vous me virez ça rapidement, c'est moi qui gère ça pour vous désormais. Mais vous aurez un peu plus d'argent qu'avant, mais je gère ça pour vous. Et la présence de la Russie en Afrique désormais, son extension, c'est toujours comme ça. C'est quelque chose à craindre? On a besoin de partenaires. On a déjà fait ça. Vous avez oublié ce que vous portez là, légèrement arrangé, ça devient Col Mao. Col Mao au Bénin, dans les années, vous n'étiez pas né, dans les années 72, c'était la Russie, c'était la révolution marxiste-léninisme que le président Kérékou nous a ramené, qui nous a étouffé, on a changé même de drapeau. On a eu l'étoile rouge. La place Lénine. L'étoile rouge, place Lénine. On a eu tous les révolutionnaires de l'Europe de l'Est étaient béninois. On a déjà vécu la Russie en Afrique. C'est pas nouveau, sauf pour ceux qui viennent de naître. Donc nous connaissons la suite. Mais s'il n'y a pas de différence avec cette Russie de Poutine aujourd'hui? Aucune différence. Il n'y en aura pas. Parce qu'un pays de l'Est reste un pays de l'Est. Un pays de grande dictature reste un pays de grande dictature. Quoi qu'on dise, la seule différence, c'est que c'est une Russie qu'on secoue, mais c'est une Russie qui continue de se développer. Il faut avoir la mentalité, effectivement, de Poutine, de dire contre l'adversité, je peux me développer. Mais il ne faut pas que l'Afrique rêve en pensant que si la Russie s'installe en Afrique désormais, on sera meilleur qu'avant. C'est faux. Parlons à présent de l'actualité en Russie où 137 morts, dont 137 personnes, dont 3 enfants ont connu la mort dans l'attaque de Crocus City Hall à Moscou. Et les autorités ont annoncé hier dimanche que les enquêteurs russes ont précisé que excusez-moi. Vas-y,
Parlons à présent de l'actualité en Russie où 137 personnes, dont 3 enfants, ont connu la mort lors de l'attaque du Crocus City Hall à Moscou. Que pensez-vous de ces attaques-là? Vous avez même réussi à prononcer le mot d'une manière ou d'une autre. Moi, je n'ai même pas retenu le nom de la... Je sais que c'est une banlieue très proche de Moscou. Effectivement, et il y avait 7000 personnes qui s'y trouvaient. Et c'est assez extraordinaire parce que la Russie aujourd'hui fait partie des pays les plus sécurisés du monde. N'oubliez pas, ils sont en guerre. Ils sont en guerre avec l'Ukraine. Et quand vous êtes en guerre, ça veut dire que vous êtes hautement sécurisé. Ensuite, il y a une élection présidentielle qui a eu lieu le week-end d'avant. Alors, s'il y a une élection présidentielle, ça veut dire que les militaires circulent encore fortement dans la ville. Mais ils sont passés par où ces assaillants aussi aisément? Ils ont passé une heure de temps, pratiquement. Je crois bien, si je ne me suis pas trompé, à bousiller. Non, pas autant. Mais ils ont mis trop de temps pour agir comme le font habituellement les hommes de Daesh quand ils veulent frapper. Alors, ils ont mis plus de temps. Alors, vous avez vu, ils ont marché. Il y a des images. Ils ont marché, ils ont arrosé, ils ont mitraillé. Ils ont eu le temps maintenant de verser du carburant, de jeter le cocktail Molotov et de brûler vivants et des personnes, dont des enfants. Alors, comment ça s'est passé? Ils sont passés par où? Vous pensez qu'ils ont reçu un coup de main de l'intérieur? Non, je ne veux pas affirmer tout pareil parce qu'il y a eu des morts, il y a eu des enfants qui sont décédés. Il faut éviter les affirmations gratuites quand on est un journaliste. On ne peut faire que des hypothèses. Il me dit, comment ça s'est fait qu'une Russie aussi organisée sur le plan de la sécurité a pu voir exécuter une manœuvre aussi basse sur son territoire avec Poutine? C'est assez extraordinairement épatant. Ce qui m'épate encore le plus, qui confirme qu'il y a un miracle, c'est qu'une heure de temps après, les assaillants ont été arrêtés. Oui. Tout au moins 3 ou 4. Une heure de temps après. Et justement... Comment ils ont fait? Ils ont eu le temps d'exécuter leur manœuvre, et puis une heure de temps après, c'est qu'on les a arrêtés quand même. Je crois qu'il y a c'est miraculeux. Il y a un guissou, hein? Non, il y a un miracle. Non. Et justement, le président russe, lui, ne parle pas d'assaillants. Il dit que c'est l'Ukraine qui est responsable de cela, parce que il dit quand même que les assaillants avaient été capturés lorsqu'ils fuyaient vers l'Ukraine. Mais Kiev a contredit, Kiev a refuté cette affirmation-là. Que pensez-vous de la réaction de Poutine? Même les Américains, bien avant ça, savaient que ce coup va être dirigé contre l'Ukraine pour pouvoir trouver un moyen. Vous savez, il y a aujourd'hui maintenant 2 ans, en février, ça fait 2 ans que la Russie, qui a parlé d'une opération éclair pour donner une leçon à l'Ukraine, se retrouve aujourd'hui dans une guerre. On passe d'une opération éclair à une guerre. Alors, lorsque vous êtes en train de mobiliser votre peuple pour une guerre qui dure 2 ans, le peuple commence par être lassé. Alors, lorsque le peuple est lassé, il faut bien le remobiliser. Il faut bien trouver les moyens d'envoyer encore des jeunes au front pour aller faire la guerre. Il faut trouver des moyens chocs. Et nous sommes dans un pays de révolution populaire. Et quand on est dans un pays de révolution populaire, tout est possible pour remobiliser le peuple. Alors, si le Daesh qui a revendiqué cet accord a été aussi bête pour aller attaquer la Russie en ce moment précis, ça veut dire que le Daesh a donné un coup de main salvateur à Poutine. Franchement, parce que ce n'est pas le moment d'aller frapper la Russie. Alors, c'est donner un coup de main salvateur à Poutine pour dire, mais vous voyez, ce que je vous dis, c'est ça. Nous sommes ciblés, nous sommes les ennemis des grandes puissances. Ils ont trouvé les moyens de ces ennemis, de l'autre ennemi planétaire connu, à nous frapper de l'intérieur. Mais si on va plus loin, il y a 20 ans, quand même, les Tchétchènes, parce que quand on dit le Daesh, l'État organisé de l'État islamique, ils sont partout. Ils sont en Tchétchénie, c'est des musulmans. Ils ont déjà frappé la Russie il y a 20 ans. Ils frappent un peu partout en Europe. Tous ceux qui ne font pas allégeance à Allah, ils doivent être frappés. Ils sont des mécréants, il faut les frapper. Il faut détruire. Ça s'est passé exactement au Bataclan. Ce qui s'est passé actuellement dans ce City Hall, comment vous l'avez appelé déjà, en tout cas en Russie. Donc ça s'est passé au Bataclan. Exactement de la même manière, où il y a eu autant de morts, presque, qu'en Russie actuellement. Donc ils ont l'habitude de le faire. Mais alors, le faire actuellement avec la Russie, réellement, si c'est le Daesh qui l'a fait, c'est assez con, avec un État russe aussi organisé. Et ils ont donné une âme à la Russie
de bomber le torse désormais et de repartir à l'assaut de l'Ukraine et de ses alliés occidentaux. Mais je refute catégoriquement la thèse que l'Ukraine puisse faire ça. C'est pas con, on ne se tire pas une balle dans la tête. La preuve, l'Ukraine a frappé a frappé des cibles dans la Crimée, dans la mer de la Crimée, des bateaux de guerre russes, deux précisément, et ils l'ont dit. Parce que c'est des prises militaires. Lorsque tu fais une prise militaire, tu l'annonces. Tu communiques là-dessus pour montrer que nous sommes en guerre. J'ai frappé, j'ai fait ci. Mais pas du terrorisme. Tous les États sont unanimes pour combattre le terrorisme. Même ceux qui sont contre la Russie ont été obligés de sortir un communiqué pour déplorer ce qui s'est passé en Russie. Aucun État sérieux ne soutient le Daesh et son organisation. Et selon vous, dans ce contexte actuel, que revendiquerait le Daesh en faisant cette attaque? Quel est le message envoyé par ce massacre? Rien. Le même message, tout ce qui soutient actuellement l'État hébreu dans le contexte où on est massacré, confiné dans la bande de Gaza et tout. Mais je ne vois pas, pour l'instant, la Russie a dossier à fouetter. La Russie est très préoccupée sur un front. La Russie n'est pas concernée du tout par ce qui se passe en Israël. La Russie n'a envoyé aucune aide à Israël actuellement. Alors, je ne vois pas comment la Russie était préoccupée. En ce moment précis, la Russie ne peut pas être une cible privilégiée du Daesh. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? D'où ils sont sortis subitement ces assaillants? D'où ils sont venus pour aller faire un coup pareil? Franchement. Donc, des questions se posent. Et comment se fait-il que subitement, ils prennent le chemin de l'Ukraine et une heure de temps après, entre la Russie et l'Ukraine, je ne sais pas combien, par avion ou par vélo ou par voiture, il faut combien de temps pour atteindre une frontière entre la Russie et l'Ukraine? On les a arrêtés, déjà tout de suite. Et quelqu'un déjà passé aux aveux pour dire que j'ai pris de l'argent pour le faire. Ça va vite avec ce qu'on connaît du Daesh. Ça va très vite. Ça sent un coup monté. Ça sent un miracle. Et lorsque les États-Unis disent avoir prévenu la Russie en début de mars par rapport à cette attaque-là, pensez-vous que c'est parce que la Russie a été un peu négligente, qu'elle n'était pas éveillée? Oui, lorsque vous avez des informations, parce que le Daesh, pour frapper, quand même, donne des signes. Actuellement, la France est en état d'alerte maximum par rapport à quelques endroits ou cibles, ou même des attentats qui ont été déjoués, où on sait que le Daesh va frapper aisément. Alors, on ne se lève pas pour faire un attentat. On bouge des pions. On commence par réveiller des foyers dormants. Parce que ce n'est pas des personnes qui arrivent dans votre pays, en fait, qui vont commettre les attentats. C'est des personnes qui vivent avec vous, qui sont nées dans votre pays parfois, et qui sont déjà, de la population. Qui sont déjà idéologisés, qui sont déjà convertis, qui sont moulés. À un moment donné, il reçoit le signe pour dire maintenant, ton heure a sonné. D'aller rendre gloire à Allah. Dit d'accord. Lorsque tu reçois le signe, c'est que maintenant, toi, tu rentres en nation. C'est en ce moment que tu actives ton foyer, qui était là, mais on appelle ça foyer dormant. Donc, tu réveilles le foyer dormant. Et le foyer dormant se met en ébullition, commence par bouger des pions. Et lorsque tu bouges des pions, si un service de renseignement est très organisé, on vous épingle, on vous suit, on vous ramasse. C'est tellement, il y a des informations que le Daesh va frapper ces temps-ci dans certains pays en Europe, dont la France. Maintenant, si la Russie l'a négligé, c'est pourquoi il dit que le Daesh a été suffisamment con pour aller frapper la Russie en cette bonne période de grâce pour la Russie. Et parce que 137 personnes, pour le bonus que ça offre à Poutine, franchement, paix aux âmes des victimes, mais bienheureux à Poutine. Que dites-vous des menaces que pour faire certaines autorités russes face aux militaires français? C'est les militaires français, c'est la France qui a fait voter une loi, demander s'il faut donner suffisamment de l'aide et de renfort, au besoin même possible d'envoyer des troupes au sol pour soutenir l'Ukraine. C'est la France qui a fait voter une loi. Alors si la France est prête à faire voter une loi pour aller soutenir l'Ukraine, au point même d'envoyer des troupes au sol, c'est normal qu'en Russie, on s'y prépare également. C'est de bonnes guerres. C'est normal. Moi, je suis contre l'invasion de l'Ukraine, ça c'est sûr et certain. Je n'ai pas d'état d'âme là-dessus. Nul n'a le droit d'aller être fort, aller envahir un faible parce qu'on est puissant. Mais est-ce que les motivations paraissent fondées? Non, pas du tout. Toute puissance a ses limites. Moi, c'est pas parce qu'on est puissant qu'il faut aller montrer aux faibles qu'on est puissant. Ça ne se fait pas. Celui qui fait ça, tout ce qui est puissant et qui écrase un faible, moi, je suis radicalement contre. Donc, je suis totalement contre l'invasion de l'Ukraine. Je suis entièrement pour que les pays
qui soutiennent l'Ukraine comme ils le font en envoyant du matériel de soutien et moyens financiers, ils le fassent. Mais s'ils envoient des troupes au sol, mais là, ça devient une guerre directe avec la Russie. Là, ça va être chaud. Ça va embraser le monde. Et alors, par contre, je ne soutiens pas ça. Je voudrais qu'on continue d'aider l'Ukraine à tenir aussi longtemps. La preuve, la Russie va s'essouffler si ça continue comme ça. Après 2 ans, tant que l'Ukraine a les moyens, il peut affronter cette guerre. L'Ukraine, c'est peut-être le 10e du territoire de la Russie. Pourtant, ça tient depuis 2 ans. Avec tout ce qu'on continue à soutenir l'Ukraine de la façon la plus vaillante possible, avec des F-16, des avions de chasse puissants, surtout les drones, qui sont d'un moyen très, très apprécié quand on est en guerre de proximité, guerre lointaine, où vous pouvez bousiller les moyens de défense de l'adversaire de très loin. Je crois qu'ils n'ont qu'à continuer par le faire ainsi, mais pas de trop. Pensez-vous que la voie diplomatique peut amener Poutine à changer d'avis aujourd'hui? Est-ce que vous pensez qu'il y a des dirigeants Il n'y a plus de sauf la Chine. Si la Chine dit, bon, si tu n'arrêtes pas, je ne commerce plus avec toi. Parce que la Russie était à 10 milliards de chiffre d'affaires annuel avec la Chine, mais quand les Européens lui ont coupé le biberon et qu'il s'est retourné, désormais, il s'est retrouvé seul face à la Chine, il est passé à près de 200 milliards. Alors, si la Chine, qui est son partenaire privilégié aujourd'hui, peut lui parler, peut dire, mais écoute, arrête ce que tu fais, ce n'est pas bon, mais je ne crois pas que ça va se faire. Donc le président chinois a encore son mot à dire? Oui, absolument. Je crois que le seul diplomatiquement qui peut infléchir la position de la Russie, parce que si la Russie perd l'Europe et perd la Chine, je crois que ça va vraiment l'affaiblir. Mais tant qu'il y a la Chine, qui fait pratiquement le quart de l'humanité avec l'Inde réunie, ils font le tiers déjà avec l'Inde, tant qu'il peut avoir cette population-là, ces deux dirigeants, ces 2 peuples à entretenir, je crois que la Russie a encore de beaux jours devant elle. Une dernière question personnelle. Je précise, vous en tant que père de famille, que pensez-vous du fait qu'on mêle des enfants à ce genre d'attaque-là? Que les enfants soient tués parce qu'il faut louer Allah. On n'a pas mêlé les enfants. Les enfants sont en spectacle. Ils ne sont pas allés dans une maison tirer sur les enfants. Si ça peut être dommage collatéral. Si vous allez bombarder une salle de spectacle, une famille est arrivée avec les enfants. Je crois que s'il n'y a que 3 enfants sur 137, pour l'instant, ça veut dire qu'ils ont fait le maximum pour éviter les enfants. D'accord. Mais parfois aussi, on remarque que des enfants font partie des cibles, je vais dire des personnes formées dans ces camps-là. Parfois, on les forme aussi. On enrôle des enfants à tirer, à lancer des bombes et tout ça. Que pourriez-vous dire de cela? Oui, mais si on vous prend à votre âge pour vous faire croire maintenant que le djihad voudrait que tous les mécréants soient tués, tous ceux qui s'attaquent à Allah, aux enfants de là soient tués à votre âge, vous allez dire non, je suis mature, ce que vous dites là ne passe pas. Mais quand on vous prend à 6 ans, 7 ans, on commence à vous endoctriner, vous grandissez avec, et à votre âge, on ne peut plus vous enseigner le contraire, c'est difficile. Donc voilà ce qui se passe avec les formateurs recrutés qui endoctrinent déjà les enfants depuis le bas âge. Si vous avez fait un peu l'école coranique, vous allez comprendre. J'en ai fait la même expérience tout petit, mais ça frappe, ça chicote, sérieusement. Imaginez... C'est pour éduquer. Ah oui, avec la chicote, c'est douloureux. C'est douloureux, mais vous voyez que souvent ils sont. Vous avez vu l'aventure ambiguë de Cheikh Hamidou Khan avec le maître des Dialobé qui devrait s'occuper de Samba Diallo à l'école coranique. Mais là, l'enfant rentrait avec les écorchures. Je crois que le jour où on lui a annoncé qu'il devait aller continuer à l'école des Blancs, oh là là, c'était une délivrance, il a sauté. Et c'est grâce à sa grand-mère, la Grande Royale, qui a dit, allons essayer aussi chez les autres pour voir ce que ça donne. Finalement, je crois que quand il est allé en France étudier la philosophie, je ne veux pas vous présenter l'exposé de... Avec la chicote, c'est du forcing, en fait. Oui. La chicote, c'est pas forcément pour éduquer, c'est pour obliger à aller vers la chose. Non, je ne veux pas s'attaquer à une religion parce que j'ai mes ancêtres, mes grands-parents qui sont musulmans. Je veux dire, c'est une manière d'insister sur le fait que parfois, il faut faire passer la vertu dans l'âme par la peau. Quand la peau est douloureuse, l'âme réagit plus vite. Merci à vous, Clément Adéotia-Deschians, pour toutes ces analyses. Merci. Elles sont très intéressantes et très informatives. Merci une fois encore à vous, Billy Laibi, pour m'avoir tenu compagnie tout au long de cet entretien.